La course au trésor, c'est la vie. Non, attendez. Toujours avec les ondes négatives, Moriarty. Toujours avec les ondes négatives. Si cette réplique vous parle déjà, vous adorez ce film. Sorti en 1970, l'un des grands classiques les plus sous-estimés d'Hollywood. Et beaucoup d'entre vous nous ont réclamé qu'on s'y plonge. Alors aujourd'hui, on décortique 21 faits étranges que vous ne connaissiez probablement pas. Coulisses chaotiques, secrets de casting, significations cachées, plus un bonus final tellement dingue qu'il a fallu ne pas être inclus. Numéro 1. Tourné dans un pays encore marqué par la guerre. Kelly's Heroes n'a pas été filmé sur un plateau hollywoodien, ni dans un coin d'Europe soigneusement décoré. Presque tout le tournage s'est déroulé en Yougoslavie, surtout dans la région de Šibenik et divers endroits de l'actuelle Croatie. Le réalisateur Brian J. Hutton a choisi ce pays pour deux raisons que Hollywood ne pouvait pas reproduire facilement. Des paysages européens authentiques, pas nettoyés pour la caméra, et la coopération totale de l'armée nationale yougoslave. Cette aide n'était pas symbolique, c'était un avantage logistique énorme. L'équipe a eu accès à du vrai matériel militaire, de vrais soldats et à des terrains qui portaient encore les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Certains figurants locaux avaient réellement vécu le conflit. Cette authenticité brute, cette texture granuleuse et ensoleillée que l'on ressent dans chaque plan, vient directement du fait d'avoir tourné dans un pays que la guerre avait vraiment touché. Numéro 2. Les Tigers étaient un magnifique mensonge. L'une des images les plus marquantes de Kelly's Heroes, c'est le char Tiger, cette machine allemande massive et terrifiante qui barre la route à l'équipe et aux 16 millions de dollars en or. Mais voilà le hic, il n'y avait aucun vrai Tiger disponible pour le tournage. Les vrais avaient été détruits, capturés ou enfermés dans des musées. Alors l'équipe a fait ce que tout cinéaste ingénieux aurait fait. Elle les a fabriqués. 3 chars soviétiques T-34, fournis par l'armée yougoslave, ont été méticuleusement modifiés avec de nouvelles coques et des tourelles ajustées pour ressembler à des Tiger 1. Les angles de caméra ont fait le reste. Le résultat a trompé le public pendant des décennies. Si on regarde attentivement, les proportions sont un peu décalées et la silhouette n'est pas parfaitement fidèle. Mais en mouvement, sous pression, avec la musique, presque personne ne s'en est rendu compte. Et ça, c'est une forme de magie. Numéro 3. Archie Bunker était déjà dans la pièce. Voici un fait qui laisse la plupart des fans sans voix. Le général Colt, ce gros dur bruyant qui hurle des ordres depuis l'arrière pendant que l'équipe de Kelly prend tous les risques, était incarné par Carroll O'Connor. Et quand le film a été tourné en 1969, presque personne ne connaissait Carroll O'Connor. C'était un acteur de second rôle solide, sans vraie notoriété. Puis, un an après la sortie de Kelly's Heroes, tout a basculé. All in the Family a débarqué sur CBS en janvier 1971 et Carroll O'Connor est devenu Archie Bunker, l'un des personnages télé les plus iconiques de l'histoire américaine. Son rôle dans Kelly's Heroes prend aujourd'hui des allures prophétiques. Il y a quelque chose de très satisfaisant de voir Archie Bunker engueuler des soldats en France pendant la guerre, années avant qu'il n'engueule son gendre dans le Queens. Numéro 4. Le capitaine du Love Boat est allé à la guerre avant. Si vous aimez les classiques de la télé américaine, le nom Gavin MacLeod évoque immédiatement une image. Le capitaine Muriel Stubbing, chaleureux sur le pont du Pacific Princess, dans le Love Boat. Mais avant ce charme nautique, MacLeod jouait Moriarty dans Kelly's Heroes, l'un des membres de l'équipage de char qui rejoint la bande improbable de chasseurs d'or de Kelly. À l'époque, MacLeod était surtout connu comme acteur de second rôle à la télévision, souvent dans des rôles un peu sournois ou moralement ambigus, et Moriarty collait parfaitement à ce registre. Ce qui rend ce casting si amusant, c'est le contraste total. Le même homme qui deviendra l'incarnation de l'autorité douce et bienveillante sur un bateau de croisière commence la décennie en soldat râleur et obsédé par le profit dans un champ yougoslave. Regarder les deux rôles l'un après l'autre est franchement surréaliste et plutôt génial. Donald Sutherland était Hawkeye et Oddball en même temps. Quand Donald Sutherland tournait Kelly's Heroes en Yougoslavie, il vivait l'une des années les plus incroyables de sa carrière. Il venait de terminer MASH, la satire anti-guerre magistrale de Robert Altman, et l'énergie de ce rôle coulait encore dans ses veines quand il est entré dans la peau de Oddball. Les deux tournages se sont chevauchés de façon presque miraculeuse au niveau planning. Et voilà ce qui est remarquable, Hawkeye dans MASH et Oddball dans Kelly's Heroes sont des cousins spirituels.
Tous deux anti-autorité, philosophes, légèrement détachés du monde militaire auquel ils appartiennent en théorie. Que ce parallèle soit voulu ou simplement le reflet du génie naturel de Sutherland, il a créé l'une des paires de personnages les plus fascinantes dans la filmographie d'un même acteur. 2 films, la même année, 2 performances iconiques. Phénoménal est un mot trop faible. Numéro 6. Les meilleures répliques d'Oddball n'étaient pas dans le script. Oddball, joué par Sutherland, est l'un des grands personnages contre-culture du cinéma. Décontracté, philosophe, peinturiolé en psychédélique et branché sur une fréquence unique. Et une bonne partie de ce qui rend Oddball si magnétique ne vient pas du script, mais de Sutherland lui-même. Beaucoup de dialogues, dont la fameuse ligne sur les ondes positives et les ondes négatives, étaient improvisés par Sutherland dans l'esprit du personnage plutôt que lus mot à mot. La phrase « Arrête avec tes ondes négatives, Moriarty » est devenue l'une des répliques les plus citées du film, et donc de toute la carrière de Sutherland. Il n'a pas juste joué Oddball, il l'est devenu, et il a laissé le script loin derrière. Numéro 7. Le roi de l'insulte a totalement joué sérieux. Don Rickles était l'un des plus grands comédiens d'insultes de tous les temps, capable d'entrer dans une pièce et de faire hurler de rire une foule avec 3 phrases. Le casté en Crap Game, le sergent intendant du pool de véhicules qui parle à 100 à l'heure, a surpris plus d'un fan. Mais Rickles n'a pas seulement tenu le coup, il a apporté quelque chose qu'un acteur dramatique classique n'aurait jamais pu donner, une vélocité naturelle de rue qui rend Crap Game vraiment vivant. Chaque négociation, chaque magouille, chaque tentative d'obtenir un meilleur deal sonne authentique parce que Rickles avait passé des décennies à lire les salles et à travailler les publics pour de vrai. Le film lui a offert l'espace pour être freux, tout en gardant un vrai poids dramatique dans l'ensemble. Ça reste l'une des décisions de casting les plus surprenantes et les plus intelligentes de 1970. Numéro 8. Big Joe, c'était Kojak en échauffement. Telly Savalas et Big Joe, c'est du pur or cinématographique. Autoritaire, physique, capable de cruauté et de chaleur dans la même phrase. Mais en 1969, quand Kelly's Heroes a été tourné, Savalas cherchait encore son rôle définitif. Il avait été nommé aux Oscars pour le second rôle dans Birdman of Alcatraz en 1963 et avait enchaîné les méchants et les durs tout au long des années 60, dont un Ponce Pilate mémorable. Kelly's Heroes arrive juste avant le grand tournant. En 1973, Savalas deviendra le lieutenant Theo Kojak, sucette en bouche, et passera icône mondiale du jour au lendemain. Le lien direct entre Big Joe et Kojak est évident. 2 hommes d'autorité absolue dans des zones morales grises, capables de captiver l'écran à chaque seconde. Big Joe n'était pas juste un super personnage, c'était une répétition. Numéro 9. Un film de braquage déguisé en film de guerre. 1970 a été une année extraordinaire pour le cinéma subversif. MASH, Catch-22 et Kelly's Heroes. Les 3 utilisent la Seconde Guerre mondiale pour questionner la culture militaire, l'autorité et l'absurdité de la violence organisée. Mais Kelly's Heroes l'a fait de la manière la plus camouflée. Il a emballé son message anti-establishment dans un film de braquage. L'or, l'équipe de bras cassés, le plan impossible, c'est presque Ocean's 11 en zone de guerre. Sous le divertissement, le film dit clairement « La vraie motivation des hommes en conflit n'est pas le patriotisme ni l'idéologie. C'est l'argent, la survie, l'intérêt personnel. » Quand Kelly dit qu'ils veulent juste mettre la main sur de l'or, il démontre toutes les nobles narrations guerrières qu'Hollywood avait jamais racontées. Numéro 10. L'armée américaine n'a rien voulu savoir. Quand l'équipe a approché l'armée US pour de la coopération et du matériel, on leur a claqué la porte au nez. L'armée a lu le script, trouvé sa prémisse anti-autorité et motivée par le profit peu flatteuse pour l'image militaire et a refusé toute aide. C'était courant en 1970. MASH avait subi la même chose. Catch-22 non plus n'était pas aimé par les gradés. Du coup, Kelly's Heroes a dû tout trouver ailleurs. Véhicules, uniformes, armes, logistique. La Yougoslavie a comblé ce vide à merveille. L'armée nationale yougoslave, voyant là une opportunité financière et une visibilité internationale, a fourni ce que Hollywood ne pouvait pas obtenir aux États-Unis. Dans un étrange retournement de la géographie de la guerre froide, l'armée d'un pays communiste a rendu possible un film de guerre américain. L'ironie est presque aussi bonne que le film lui-même. Si ce plongeon dans l'un des grands films d'aventure sous-estimés vous plaît, faites-nous plaisir. Likez la vidéo, laissez un commentaire avec votre moment préféré du film et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Le coffre est ouvert, entrez.
Numéro 11. Le scénariste a ensuite changé la télévision britannique pour toujours. Le scénario de Kelly's Heroes a été écrit par Troy Kennedy Martin, un Britannique qui deviendra célèbre plus tard pour Edge of Darkness en 1985, souvent considéré comme l'une des meilleures séries télé britanniques de tous les temps. L'approche de Kennedy Martin était volontairement non conventionnelle. Il ne voulait ni un pur film de guerre, ni un pur film de braquage. Il voulait les deux en même temps pour que le public savoure le spectacle tout en absorbant un message plus discret et plus dérangeant en dessous. Le script a subi de grosses révisions une fois Eastwood attaché, avec le studio et la star qui ont façonné la version finale. Mais la prémisse centrale, des soldats qui abandonnent leur devoir pour courir après un profit personnel, est restée intacte. Pour une production hollywoodienne grand public en 1970, c'était radical. Le miracle n'est pas qu'il l'ait fait, c'est que ça ait marché. Numéro 12. Le deal d'Eastwood a sauvé tout le film. En 1960, Eastwood s'était déjà transformé en cow-boy télé en star internationale grâce à la trilogie des dollars de Sergio Leone. Il avait du poids et il l'a utilisé. Pour Kelly's Heroes, Eastwood a négocié un salaire d'$1 million plus un pourcentage des recettes, une structure encore assez rare à l'époque et qui montrait à quel point sa valeur avait explosé. Mais Eastwood ne se contentait pas d'encaisser un chèque. Il était stratégique dans ses choix à cette période, construisant soigneusement sa persona, stoïque, pragmatique, moralement ambigu, toujours 3 coups en avance. Kelly colle parfaitement à ça. Petite note, MGM était en grosse difficulté financière à ce moment-là, et l'engagement d'Eastwood aurait été le facteur décisif pour que le projet soit validé. Sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de Kelly's Heroes. Numéro 13. MGM était en faillite pendant un film sur l'or. En 1969-1960, MGM était en pleine crise. Le studio qui avait défini le glamour hollywoodien perdait de l'argent à flot, et le patron GMC Aubrey taillait dans les budgets et liquidait des actifs, y compris des pièces légendaires de la collection d'accessoires qui avaient servi des décennies de classiques. Dans ce contexte, Kelly's Heroes représentait un gros risque financier. Budget d'environ $4 millions, conséquent pour l'époque, et tournage prévu sur 6 mois en Yougoslavie, loin du contrôle confortable du studio. Quand le film a bien marché au box-office, il est devenu l'un des rares points positifs de la programmation chaotique de MGM en 1970. Le studio pariait sur un film de type désespéré courant après de l'or, pendant qu'il vendait discrètement tout ce qu'il possédait. Parfois, les métaphores les plus justes ne sont pas écrites dans le script, elles sont vécues. Numéro 14. Les armées américaines dans les scènes de bataille. Pour mesurer l'échelle de cette production, les séquences de combat n'ont pas utilisé quelques centaines de figurants chorégraphiés. Elles ont mobilisé des milliers de vrais soldats de l'armée nationale yougoslave. À certains moments, plus de 1000 militaires en uniforme opéraient dans formation coordonnée sous la direction de l'équipe de tournage et de leurs propres officiers. Ce n'étaient pas des acteurs jouant des soldats, c'étaient des soldats. Certains avaient très certainement servi dans les partisans yougoslaves dans la vraie Seconde Guerre mondiale. Ces couches d'histoire réelle incrustées dans les images, des vrais soldats sur une vraie terre qui avait vu une vraie guerre, donnent au film une texture qu'aucune production numérique ne pourra jamais reproduire. Numéro 15. La prémisse de l'or n'était pas pure fantaisie. L'histoire regorge de récits documentés sur l'or et des trésors disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, pillés par les armées, cachés dans des banques, enterrés dans le fond des campagnes européennes, expédiés par-delà les frontières et jamais retrouvés. Plusieurs historiens ont relevé de vrais cas où des soldats alliés ont croisé de l'or de l'Axe vers la fin de la campagne d'Europe, créant des moments de complexité morale extrême qui n'ont jamais figuré dans les rapports officiels. Que Troy Kennedy Martin se soit inspiré de cas précis ou simplement de la mythologie plus large des trésors de guerre, la base de Kelly's Heroes n'était pas pure fantaisie. La guerre en Europe a produit de vraies situations où des soldats ont affronté exactement ce dilemme. Découverte inattendue, tentation immense et la question très réelle de ce que signifie vraiment le devoir quand personne ne regarde. L'ambiguïté morale du film n'est pas inventée, elle est empruntée à la réalité. Numéro 16. La bande-son appartenait à une autre décennie. Exprès. Si vous avez trouvé que la musique de Kelly's Heroes sonnait un peu décalée pour 1944, vous ne rêviez pas. La partition de Lalo Schifrin et surtout le morceau Burning Bridges, interprété par le Mike Curb Congregation, dégage une vibe folk rock fin 60, début 70 indéniable. Ça sonne comme un road movie, pas comme un drame de la Seconde Guerre mondiale. C'était totalement volontaire.
Le réalisateur Hutton et l'équipe voulaient que le film parle directement aux spectateurs de 1970 de leurs préoccupations de 1970, même si l'action se passait en 1944. La musique anachronique était un signal calculé. Ce film parle d'aujourd'hui. Les soldats qui chassent l'or en France occupée sont le miroir d'une génération qui se demande vraiment pourquoi et pour qui elle se bat. Burning Bridges est même devenu un petit hit single, ce qui a renforcé l'empreinte culturelle du film. Numéro 17. Brian Hutton a défini un genre en seulement 2 films. Brian G. Hutton a réalisé Kelly's Heroes juste après Where Eagles Dare en 1968, l'un des films d'action-aventure de la Seconde Guerre mondiale les plus aimés de tous les temps, avec Clint Eastwood et Richard Burton. 2 films iconiques de la Seconde Guerre mondiale, coup sur coup, tous les 2 tournés en décor réel en Europe, avec Eastwood en protagoniste discret et mortel qui a son propre agenda secret. Hutton avait trouvé sa niche et était au sommet absolu de son art. Sa philosophie, lieu réel, vrai matériel, minimum d'effets en studio. Cette approche a donné aux 2 films une crédibilité physique à laquelle le public a répondu immédiatement. Ce qui rend l'exploit encore plus impressionnant, c'est que Hutton a réalisé relativement peu de films dans sa carrière. Le doublé Where Eagles Dare et Kelly's Heroes en 2 ans a pratiquement défini tout un sous-genre du cinéma d'aventure. C'est un héritage que la plupart des réalisateurs n'atteignent jamais en une vie entière. Numéro 18. La fin est la chose la plus radicale du film. La conclusion de Kelly's Heroes est l'une des plus subversives en douce dans le cinéma de guerre grand public. Après tous les combats, toutes les pertes, toutes les impossibilités, l'équipe de Kelly se retrouve enfin face au dernier Tar Tiger qui garde le coffre. Et au lieu d'une bataille finale explosive, Kelly sort seul, sans armes et négocie. Il parle au commandant allemand d'égal à égal, comme un pro à un autre. Pas de discours, pas d'idéologie, juste une offre honnête. L'Allemand accepte, il partage l'or, fin. Pas de parade de victoire, pas de salut, pas de drapeau. Le film se termine sur des soldats de camps opposés qui se serrent la main autour d'une avidité partagée. Pour 1970, cette fin était vraiment radicale. Elle rejetait toutes les conventions du genre de film de guerre dans ses dernières minutes. Certains critiques l'ont trouvée trop cynique. Le public, lui, a adoré. Des décennies plus tard, elle reste audacieuse et un peu vraie. Tout le casting était au point de devenir quelqu'un. À travers le prisme de ce qui est arrivé ensuite, le casting complet de Kelly's Heroes ressemble à un avant-première d'une époque entière de la pop culture américaine. Carroll O'Connor deviendra Archie Bunker, Gavin MacLeod le capitaine Stubbing, Telly Savalas Kojak, Harry Dean Stanton dans un petit rôle secondaire deviendra l'un des acteurs de caractère les plus reconnaissables et aimés du cinéma américain. Le film était, au sens propre, un rassemblement de talents pile au bord de leur moment définissant. Un instantané de performeurs sur le point de devenir des noms familiers, capturés juste avant que le monde ne les rattrape. Regarder Kelly's Heroes aujourd'hui avec cette connaissance rend chaque scène discrètement électrique. Tout le monde ici est sur le point de devenir quelqu'un. Ils ne le savent pas encore et nous non plus à l'époque. Numéro 20. Les écoles de commerce enseignent vraiment ce film. Voici un fait que vous n'attendiez pas. Kelly's Heroes, un film sur des soldats qui volent de l'or, est cité dans des programmes MBA et séminaires de leadership comme étude de cas sur la motivation d'équipe, le leadership non conventionnel et l'alignement des objectifs. Plus précisément, la philosophie d'Oddball sur les ondes positives est utilisée dans des discussions sur comportement organisationnel pour illustrer comment l'état d'esprit et la façon dont un leader présente un défi peuvent changer radicalement les performances et le moral d'une équipe. L'idée qu'une positivité acharnée, même excentrique, peut maintenir une petite bande de bras cassés sous une pression extrême est apparemment parfaitement illustrée par un type dans un tard peint en psychédélique qui cite de la philo au milieu d'une zone de guerre. Plusieurs livres de management et articles académiques citent le film dans ce contexte. Eisenhower serait horrifié, Oddball serait ravi. Et quelque part dans une bibliothèque d'école de commerce, il y a une copie de ce film à côté d'une étude de cas Harvard. Numéro 21. Bonus. L'homme derrière la musique est devenu politicien. Et maintenant, le bonus tant attendu. Burning Bridges, le thème folk-rock iconique du film, interprété par le Mike Curb Congregation, est devenu l'un des morceaux les plus reconnaissables sortis d'un film de 1970. Il capture merveilleusement cette qualité douce amine et vagabonde d'hommes qui laissent la guerre derrière eux pour courir quelque chose qui leur appartient vraiment. La chanson était un petit hit, le film un vrai succès et Mike Curb, le leader et producteur du groupe, en a tiré une brève célébrité.
Mais voici ce que presque personne ne se rappelle. Mike Curb est ensuite devenu lieutenant-gouverneur de Californie de 1979 à 1983. Il s'est présenté sur la liste républicaine, a gagné et est devenu une des figures politiques les plus commentées de Californie à cette époque, assurant même à certains moments l'intérim de gouverneur quand Jerry Brown était hors de l'État. L'homme qui a écrit et interprété l'âme musicale d'un film sur des soldats courant après l'or a ensuite couru après l'or politique et il l'a eu. Dans la longue et étrange histoire des passages de Hollywood à la politique, Mike Curb est peut-être l'entrée la plus délicieusement obscure de toutes. Kelly's Heroes dure parce qu'il dit la vérité déguisée. C'est un film de guerre qui n'est pas vraiment sur la guerre, un film de braquage qui n'est pas vraiment sur l'or. Au fond, c'est l'histoire d'un groupe de personnes ordinaires, imparfaits, drôles, étonnamment humains, qui décident juste une fois de courir quelque chose pour eux-mêmes. Cette idée n'a pas pris une ride. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans couper la vidéo, vous avez officiellement gagné votre place dans l'équipe de Kelly. Maintenant, faites une dernière chose, abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec votre moment préféré du film. Ou dites-nous quel film on devrait décortiquer ensuite, car celui-ci existe grâce à vos demandes et le prochain aussi. Quel moment de Kelly's Heroes vous touche encore? La négociation avec le Tar, Hotball et ses ondes positives? Dites-nous tout.